Bien, bonjour à tous, auditeurs, internautes, et donc bienvenue à cette sixième séance sur la sécurité du logiciel. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des liens entre compilation et sécurité. Alors le principe général est simple. Vous décrivez un programme en essayant de le rendre résistant aux attaques. Donc vous l'écrivez dans un code source, mais ce n'est pas le programme à proprement parler qui va s'exécuter, c'est le résultat de la compilation du programme, donc, qui va produire un code exécutable. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est que contribue positivement ou négativement cette étape de compilation à la sécurité du code, à savoir la sécurité du code qui s'exécute vraiment, c'est-à-dire le code compilé. Alors on va commencer par des exemples où la compilation augmente la sécurité, ou contribue à la sécurité de l'ensemble. Et l'exemple sans doute le plus clair, c'est celui de l'insertion de vérification des bornes lors des accès au tableau. Le matériel lui-même, en général, ne fait pas cette vérification, sauf si vous avez une architecture à capacité comme Cherry, mais le compilateur peut tout à fait insérer, donc sur chaque lecture ou chaque écriture dans un tableau A à l'indice I, une assertion que I est bien dans les bornes, entre 0 inclus et le nombre d'éléments de A exclus, avant de faire l'accès. Donc l'assert ici, ça représente un test dynamique qui va arrêter l'exécution ou lever une exception si la condition est fausse. Et ce que j'ai noté en étoile A plus I, c'est une lecture ou une écriture mémoire directe, sans vérification, avec un calcul d'adresse donc, et un déréférencement. Alors d'où sort la taille du tableau A, size de A? Dans un certain nombre de cas, on la connaît statiquement à la compilation par la déclaration du tableau. Par exemple, A a été déclaré comme un tableau de 10 entiers. Ou bien, dans d'autres cas, si A est passé en paramètre, il faut prévoir de la stocker quelque part à côté des éléments du tableau, par exemple dans le mot qui précède le premier élément du tableau. Et du coup, on peut retrouver la taille à l'exécution. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux cas où le contexte de l'accès au tableau garantit que l'accès est dans les bornes. Par exemple ici, on a fait une boucle comptée de 0 jusqu'à size de A-1, et donc on sait, il est évident que les accès A de I sont dans les bornes. Alors bien sûr, on peut, dans le compilateur, reconnaître ce motif de code ou d'autres motifs de code du même genre et les compiler sans insérer d'assertion. Mais en fait, il est plus sûr et plus général de produire systématiquement le test dynamique, le assert, puis de l'éliminer, si possible, par des optimisations qui s'appuient sur des analyses statiques. Donc ça, optimisation à base d'analyse statique, c'est des choses qu'on avait pas mal regardées dans le cours d'il y a 2 ans sur les sémantiques mécanisées et leurs applications. Donc aujourd'hui, je vais passer assez vite. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails des analyses et de pourquoi les optimisations sont correctes. Juste donc vous donner un peu une intuition de ce que peut faire un compilateur. Par exemple, il peut éliminer les assertions redondantes. Ce n'est pas la peine de tester 2 fois de suite la même assertion. Si elle était vraie la première fois, elle sera vraie la deuxième fois. Et ça, donc, c'est un cas particulier d'élimination de calcul redondant qui s'appelle Common Subexpression Elimination. Et donc, si dans votre code source, vous avez, par exemple, une lecture puis une écriture dans la même cellule du même tableau, l'ajout de test de borne va mettre 2 tests de borne, un avant la lecture, un avant l'écriture. Et bien sûr, le deuxième donc, sera toujours vrai, puisque sinon le premier aurait arrêté l'exécution, donc peut être éliminé. Autre chose qu'on peut faire, c'est de l'analyse d'intervalles, donc essayer de déterminer à la compilation un intervalle de variation pour les variables du programme. Donc inférer les propriétés de la forme x est toujours entre a et b, où x est une variable du programme, a et b des bornes inférées constantes par l'analyse. Et donc ici, par exemple, on a donc une boucle qui itère de i pour 2 à 7 et qui accède au tableau A de i. Et alors, l'ajout des tests de borne donc, ajoute une assertion que i doit être entre 0 et 10, puisque c'est un tableau de taille 10. L'analyse d'intervalle va inférer un invariant de boucle, qui est que i est toujours entre 2 et 7.
Du coup, en propageant cette information dans l'assertion, on voit qu'elle est toujours vraie et peut être supprimée. Alors, après, on peut vouloir aller plus loin, avoir des inégalités entre variables, par exemple, 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à y, et ça peut se faire avec des analyses plus complexes, dites relationnelles. Encore une autre chose qu'on peut faire, c'est déplacer des assertions hors de boucle. Donc, c'est un cas particulier de loop invariant code motion, donc de sortir de boucle des calculs qu'on fait à chaque tour de boucle, mais c'est toujours le même. Donc, autant le faire une seule fois au début de la boucle. Alors ici, on a donc on parcourt un tableau A pour i variant de 0 à 10, donc de 0 à sa taille, et puis on accède dans un tableau B à un indice J dont on ne connaît rien. Donc ça fait 3 tests de borne qui sont insérés, un pour l'accès, la lecture dans A, un pour la lecture dans B, et l'autre pour l'écriture dans B. Avec ce qu'on a déjà vu, on peut en éliminer 2. Donc le premier parce que i est toujours dans les bornes, et le troisième parce qu'il est redondant avec le deuxième. Et maintenant, il nous reste un test qui est toujours le même à chaque tour de boucle. Il ne porte pas sur i, il porte sur j, qui n'est pas modifié. Donc, et la boucle est exécutée au moins une fois. Donc, on peut faire le test une seule fois au début, plutôt que 10 fois à chacun des 10 tours de boucle. Voilà. Ah oui, et encore, une petite chose qu'on peut faire pour améliorer tout ça, c'est l'expansion en ligne de fonctions, donc inlining, où au point d'appel d'une fonction, on met une copie du corps de la fonction, et du coup on peut optimiser le corps de la fonction en fonction de ce qu'on sait, en fonction du contexte d'appel. Donc ici en haut, on a une fonction f qui est générique sur un tableau A et un indice i, et où l'assertion ne peut pas être optimisée. Et puis, on l'utilise dans un contexte où on connaît le tableau, c'est B, et on connaît sa taille, c'est 10, on connaît l'indice, c'est 2, et donc après expansion de f dans G, on a une assertion qui est trivialement satisfaite. Voilà, donc ça c'était pour les bornes de tableau. Après, il y a des protections plus spécifiques qui peuvent aussi être insérées pendant la compilation. Et donc là, je vais vous donner l'exemple de la protection contre l'attaque Spectre version 1 qu'on avait vue il y a 2 semaines. Donc c'est une attaque par exécution spéculative où même si le test de borne échoue, si on n'est pas dans les bornes du tableau, l'accès peut quand même être exécuté de manière spéculative et laisser des traces dans le cache, typiquement, et donc faire fuiter des données. Et donc la contre-mesure recommandée, c'est donc non seulement de faire le test de borne, mais d'accéder non pas à l'adresse A plus I, mais A plus une certaine opération de I, que je note clip, donc clip de I et de size de A. Et l'idée, c'est que c'est une expression sans branchement qui, si on est dans les bornes, c'est-à-dire si I est entre 0 et n, renvoie I, et donc on va bien accéder à A plus I, et si on n'est pas dans les bornes, elle renvoie 0, typiquement, ou disons une constante, et petite, de sorte que l'accès spéculatif sera fait toujours au même endroit, à A plus 0, et jamais très loin de A. Et alors on peut se demander comment on implémente un opérateur clip comme ça. Alors il y a plein d'astuces. Par exemple, en x86, vous avez une séquence en 3 instructions, avec une comparaison, une soustraction avec retenue de x sur x, donc qui fait 0 ou moins 1, pardon, et qu'on utilise ensuite comme masque. Voilà. Alors il y a plein d'autres exemples de choses positives pour la sécurité que le compilateur peut faire. On a beaucoup parlé des bornes dans les tableaux, mais il y a aussi tout ce qui touche au typage dynamique dans des langages comme JavaScript ou Scheme. Et là aussi, c'est un peu la même idée. On produit des assertions de typage dynamique et on peut, dans beaucoup de cas, les optimiser. Et puis, il y a des protections plus spécifiques. La semaine dernière, dans le séminaire de Karine Edeman, on a vu des protections contre les fautes du matériel et les injections de fautes dans le matériel. La semaine prochaine, dans le séminaire de Frank Pissens, je crois qu'il montrera quelques protections contre d'autres attaques que Spectre version 1 sur les exécutions spéculatives. Et au séminaire aujourd'hui, donc Sandrine Blasi va nous parler d'obfuscation de code, qui est aussi d'une certaine manière une étape de compilation qui augmente la sécurité du code, en le rendant plus difficile à le décompiler. Voilà, donc ça c'était le côté positif de la compilation. Maintenant, regardons le revers de la médaille. C'est le côté négatif, le côté où le compilateur
parfois suppriment des mesures de sécurité qui ont été introduites dans le code source ou introduites par des passes antérieures de compilation. Alors comment c'est possible? Le compilateur, c'est quelqu'un de très légaliste et il a un contrat qu'il essaye de respecter. Et le contrat, c'est que donc, le compilateur doit produire du code machine aussi efficace que possible, bien sûr, et qui calcule la même chose que le programme source. Alors la notion de la même chose n'est pas toujours évidente, mais il y a généralement deux hypothèses qui sont faites. Il y en a une sur, sur la cible de la compilation, sur la machine, qui est que la machine se comporte comme décrit dans le manuel, dans le ISA, dans le manuel du jeu d'instruction. Et ça veut dire notamment qu'elle ne fait pas de faute, qu'on ne peut pas vraiment observer le temps d'exécution, qu'on ne peut pas observer l'exécution spéculative, etc. Et puis, l'autre hypothèse, c'est plutôt sur le programme source, c'est qu'il ne contient pas de comportement indéfini. It cannot go wrong, comme dirait Robin Milner. Pourquoi? Alors, par exemple, parce qu'il a passé le typage statique, et qu'on a montré que notre système de type était sûr, ou parce qu'on est dans un langage à typage dynamique et qu'il y a toutes les vérifications dynamiques nécessaires, ou dans le cas de C et C++, parce que le programmeur s'y engage. Le programmeur va nous jurer qu'il n'y a pas de comportement indéfini, et s'il y a des comportements indéfinis, du coup, le compilateur il peut faire un peu ce qu'il veut, les interpréter comme ça l'arrange lui, mais pas forcément comme ça arrange le programmeur. Donc, voyons un peu ce que ça donne. Déjà, la première partie du contrat, que la machine se comporte normalement. Du coup, ça permet d'optimiser, entre guillemets, de supprimer un certain nombre de protections contre les attaques en faute. Donc, ce qu'avait montré Karine Edeman la semaine dernière, elle avait proposé de faire de la redondance sur les tests. Donc, si vous testez, il y avait une conditionnelle if then else qui teste une certaine condition. Dans la branche then, on peut retester la condition, qu'elle est vraie, et dans la branche else, retester que la condition est fausse. Et si par hasard, on est en train de sauter par-dessus le if ou autre comportement non désiré. Mais une analyse statique va montrer trivialement que dans la branche then, la condition est vraie, et dans la branche else, la condition est false. C'est un peu une définition de if then else, d'accord? Et donc, cette assertion est toujours vraie, celle-là est toujours vraie, et peuvent tout à fait être supprimées par le compilateur. Une autre protection contre les attaques en faute, c'était de faire un peu de redondance entre le flux de contrôle d'un côté et des valeurs de l'autre, avoir des valeurs qui gardent un peu une trace de l'exécution. Alors voilà un exemple très simplifié. Ici, on a une variable t qui est à 0 initialement. Si on prend la branche then, on met son bit numéro 0 à 1. Si on prend la branche else, on met son bit numéro 1 à 1. Et là, on a une assertion qui vérifie donc, que les deux bits ne sont pas en même temps à 0, ce qui veut dire qu'on n'aurait fait aucune des branches, ou en même temps à 1, ce qui veut dire qu'on aurait exécuté les deux branches, ce qui est quand même bizarre. Ça veut dire que le flow de contrôle aurait été corrompu. Mais si vous faites une analyse d'intervalle très simple, elle va montrer que ici, au niveau du assert, t est dans l'intervalle 1, 2, et donc que l'assertion ne peut jamais se déclencher. Bon. Alors j'ai parlé de spectre version 1 tout à l'heure, avec l'opérateur clip, implémenté par 3 instructions x86 magiques. En fait, au 4e cours, je l'avais présenté un peu différemment. Je l'avais présenté en utilisant l'opérateur de sélection général, donc celui qui fait un choix de valeur sans branchement. Et donc, au lieu d'avoir le clip, ici, j'avais juste une sélection. Si i est entre 0 et size de a, alors i, sinon 0. Mais là encore, on a une analyse statique triviale qui sait qu'après l'assertion assert de b, la condition de b est vraie. Et du coup, le cell ici peut être écrit en cell de true de i et de 0, qui se simplifie en i. D'accord? Et donc, finalement, on n'a plus de protection. Et donc, c'est pour ça que c'est important, si on veut faire ça, d'utiliser un opérateur clip qui est opaque à l'optimisation, que le compilateur ne sait pas comment il se comporte. Toujours au 4e cours, on avait parlé de code en temps constant, donc, où quand on n'a pas le droit... pour opérer sur une valeur secrète, on n'a pas le droit d'utiliser des branchements conditionnels ou de l'utiliser comme une adresse, donc comme un indice dans un tableau par exemple, parce que du coup le temps d'exécution se met à dépendre de la valeur du secret. Et donc on avait passé du temps à construire justement des opérateurs comme sélection qui permettent de choisir entre deux valeurs sans pour autant faire de branchement conditionnel,
Par exemple, si B est type boole, donc X c'est B fois A1 plus 1 moins B fois A0, donc ça vaut A1 si B vaut 1 et A0 si B vaut 0. Bon. Sauf que le compilateur, lui, il n'est pas du tout au courant de nos intentions, il pense peut-être qu'on a juste écrit du mauvais code, et il se donne le droit d'utiliser des branchements conditionnels ou des accès mémoire pour implémenter du code source qui n'en contenait pas. Et donc, partant de ceci, le compilateur peut tout à fait dire je vais faire une analyse de cas, est-ce que B est vrai, est-ce que B est faux, et du coup, j'économise des multiplications, c'est bien. Ou il peut se dire je vais tabuler, donc je vais stocker A0 et A1 dans 2 cases mémoire, dans une petite table, et puis je vais choisir la case numéro B. D'accord, c'est quand même plus élégant, il n'y a plus de multiplication non plus, sauf que ça n'est plus en temps constant. Et ce n'est pas un souci purement théorique. Donc, on avait vu rapidement cet extrait de l'article de Simon, Chisnall et Anderson, où ils avaient observé ce phénomène de compilateur qui introduit des branchements avec C-lang pour x86 32 bits. Ceci dit, j'ai essayé de refaire l'expérience pour x86 64 bits, qui a plus d'instructions de type conditional move, et là, C-lang produit le code correct. Donc, bien, donc ça c'était la première partie du contrat, le hardware se comporte normalement. Maintenant, la deuxième partie du contrat, c'est il n'y a pas de comportement indéfini dans le source. Et là, il faut revenir un petit peu sur ce que ça veut dire, les comportements indéfinis, donc dans les langages C et C++ essentiellement, puisque les autres langages s'attachent à définir tous les comportements en fait. Alors, le standard ISO C 2018 liste plus de 200 comportements indéfinis possibles, j'ai arrêté de compter, dont à peu près la moitié sur les fonctions de la bibliothèque et la moitié porte sur le langage. Donc, et alors, c'est vrai que dans ces comportements indéfinis au niveau du langage, il y en a qui correspondent à des cas où tout peut arriver. L'exemple qu'on avait détaillé au premier cours, c'était l'écriture dans un tableau, l'écriture hors des bornes dans un tableau. En particulier, si le tableau est dans la pile. D'accord, donc ici, on a un tableau de 80 caractères et on le fait remplir par la fonction getS qui lit des caractères sur l'entrée standard et puis ne vérifie pas les bornes du tableau. Et donc, si getS écrit plus de 80 caractères, ça déborde. Ça peut écraser la valeur de OK, du coup, la fonction va renvoyer un résultat incorrect. Ça peut écraser un petit peu plus loin dans la pile, là où est l'adresse de retour de la fonction check, et donc ça peut causer un plantage quand la fonction check retourne. Et puis surtout, ça peut rediriger l'adresse de retour vers un code choisi par l'attaquant, et donc on se retrouve à exécuter du code arbitraire au moment où la fonction revient. Et donc c'est vraiment tout peut arriver. Exécuter du code arbitraire, ça veut dire que tout peut arriver. Ceci dit, il y a plein d'autres comportements indéfinis. C'est en fait des cas où les gens qui ont écrit le standard C ou C++ n'ont pas trop voulu s'engager. Ils ont voulu dire différentes machines se comportent différemment et on veut donner au compilateur la possibilité de suivre le comportement de la machine parce que c'est ça qui va être le plus efficace et du coup tous les compilateurs vont avoir raison. D'accord, même s'ils implémentent les choses un peu différemment. Un exemple simple, c'est le déréférencement du pointeur nul. Donc, si on produit juste une instruction load ou store à l'adresse 0, sur la plupart des systèmes, ça va faire un segmentation fault, donc une interruption logicielle au niveau du processeur, ça va tuer le programme. Ou sur des systèmes embarqués qui n'ont pas de gestionnaire mémoire, ça va accéder à l'adresse 0 comme s'il y avait de la mémoire à l'adresse 0. Mais par exemple, à ma connaissance, ça ne va jamais faire exécuter du code arbitraire injecté par l'attaquant. D'accord ? Autre exemple, peut-être plus clair encore, c'est s'il y a un débordement lors d'une addition entière sur des entiers signés. D'après le standard C, C++, c'est un comportement indéfini, tout peut arriver. En fait, si on se contente de générer l'instruction add du processeur, qu'est-ce qu'elle va faire ? En cas de débordement, parfois elle va prendre le résultat modulo 2 puissance n, donc un résultat trop grand va se retrouver très négatif. Parfois, elle va saturer, si le résultat est trop grand, elle renvoie int max, s'il est trop petit, elle renvoie int min, ou éventuellement arrêter le programme sur une interruption logicielle, mais encore une fois, pas exécuter du code arbitraire. Et du coup, l'interprétation du standard et de ces notions de comportement indéfini par les gens qui écrivent des compilateurs a changé. Donc au XXe siècle, c'était juste
utiliser la liberté laissée par les comportements indéfinis pour produire le code le plus simple possible, traduire les opérations du langage dans les instructions les plus simples du processeur, les plus efficaces, tant qu'elles font ce qu'il faut dans les cas bien définis. Et si elles font un peu n'importe quoi dans les cas indéfinis, ben c'est pas grave. Par exemple, pour une addition entière signée x plus y, on va produire l'instruction add, et s'il n'y a pas de débordement, on aura le bon résultat, et si ça déborde, ce sera un résultat bizarre, ou saturé, ou le programme s'arrête, et tant pis. Si on déréférence un pointeur, on ne va pas produire de test s'il est nul ou pas, on va juste laisser le processeur déréférencer, et peut-être ça va faire segmentation fault, ainsi si le pointeur est nul, ainsi soit-il. Et si maintenant on calcule une adresse dans un tableau avant déréférencement, donc T plus I, on ne va pas générer de test de borne. Si l'accès est dans les bornes, on a la bonne adresse. S'il est hors des bornes, on a un comportement indéfini, donc on va accéder un peu n'importe où, mais ainsi soit-il. Donc ça, c'est l'interprétation un peu historique de ces comportements indéfinis. Et au début de l'année 2000, il y a eu un peu un basculement. Les compilateurs C ont essayé d'être plus efficaces, et en particulier d'appliquer des optimisations classiques en Fortran, langage qui, lui, offre plus de garanties. Et donc, ils ont dit, on va utiliser la liberté laissée par les comportements indéfinis pour optimiser en supposant qu'il n'y en a pas. Et s'il y a des comportements indéfinis, on va produire du code absurde. C'est pas grave. Alors, on va voir des exemples tout à l'heure. Et donc, d'une certaine manière, les comportements indéfinis, ça donne des informations, exactement, supposez qu'il n'y a pas de comportement indéfini, donc ça donne simplement des informations en plus pour l'optimisation. Vous avez écrit dans votre programme une addition signée x plus y, ça veut dire que le compilateur peut supposer que x plus y est entre int min et int max. Vous avez déréférencé un pointeur, P, ça veut dire que le compilateur peut supposer que P n'est pas nul et que P est valide. Il ne pointe pas dans un bloc mémoire qu'on vient de libérer. Vous avez écrit un adressage dans un tableau T plus I, ça veut dire que forcément I est dans les bornes de T. Bon, alors c'est vrai que ça permet de produire du code un peu plus efficace, notamment avec de la vectorisation et de la parallélisation automatique, mais ça fait disparaître des mesures de sécurité qui avaient été écrites dans le code source. Alors voilà quelques exemples, tous tirés du noyau Linux, donc un code C plutôt bien écrit, et tous cités par Wang et co-auteurs dans ce délicieux petit article Undefined Behavior, What Happened to My Code, et donc je vous recommande la lecture. Alors ici on a un bout de Linux donc, où le programmeur à un moment a voulu faire une assertion msize est différent de 0. Parce que si msize vaut 0, c'est la panique. Et donc, il s'est dit, voilà, si msize vaut 0, je vais diviser 1 par msize, et je sais bien que ça va provoquer un signal. Et arrêter le programme. Non. Alors déjà, le programmeur ne connaît que l'architecture x86, parce que sur PowerPC, ça ne produit pas de signal. Le résultat de la division est indéfini, mais ça continue d'exécuter. Et puis surtout, le compilateur, il supprime tout ça. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Il propage les constantes. Dans la branche zen de ce test, msize est forcément égal à 0. Donc 1 divisé par msize, ça devient 1 divisé par 0. Ensuite, il dit, non, on ne peut pas y avoir de comportement indéfini. Donc 1 divisé par 0, je ne peux jamais arriver ici. Donc ce code est unreachable. Et maintenant, un branchement conditionnel vers un code unreachable n'est jamais pris, peut-être supprimé. Et du coup, on se retrouve avec la branche zen, celle qui fait rien la branche else, pardon, celle qui fait rien du tout. Voilà, code supprimé. Bon. Autre optimisation du même genre, supprimer un test de pointeur nul. Alors là, c'est un code un petit peu plus compliqué qui récupère un pointeur thune à partir de différents paramètres. Et si thune est nul, renvoie une erreur, Paul R. Mais, un peu par erreur, je pense, le programmeur a déréférencé le pointeur thune juste avant. Donc thune flèche STK. Et que fait le compilateur ? Il supprime la ligne 2. Et pourquoi ça ? Il dit, en ligne 1, vous avez fait un accès à thune. Il n'y a pas de comportement indéfini, donc thune ne peut pas être le pointeur nul. Et donc, en ligne 2, le test est toujours faux, et donc je peux supprimer Paul R. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si thune est nul, justement ? Dans le code d'origine comme dans le code optimisé, en général, ça déréférence le pointeur nul, donc ça fait segmentation fault. Bien. Sauf que, en Linux, on peut placer de la mémoire valide à l'adresse 0, grâce à l'appel système mmap, ou on pouvait au moins à l'époque. Et du coup, si vous avez de la mémoire valide à l'adresse 0, dans le code d'origine, ça lie une valeur
quelconque, et ça renvoie un code d'erreur Poll-error. Alors que dans le code optimisé, là, ça lit une valeur quelconque et ça continue ensuite à faire un peu n'importe quoi. Bon. Troisième exemple, l'optimisation d'un test de non-débordement entier. Donc là, c'est un test de borne un peu sophistiqué. Donc on veut accéder à l'n octet à partir de la position offset dans un certain tableau de taille max bytes. Et donc, on vérifie que la position est positive, la longueur est positive, longueur plus position est inférieure à la taille du tableau, et comme le programmeur est intelligent, il s'est dit oui, mais offset plus position, position plus longueur, ça peut déborder si les deux entiers sont très grands, d'accord. Et donc, je vais rajouter aussi un test que si ça a débordé, forcément, on est hors des bornes et on renvoie un code d'erreur. Mais le compilateur, lui, il voit offset plus len. Il dit, je sais que c'est défini, puisque le programmeur me jure que c'est bien défini, donc offset plus len et par ailleurs offset plus len est positif, et donc le résultat ne peut pas être négatif. D'accord ? S'il est négatif, c'est qu'on est dans un comportement indéfini. Or, il n'y en a pas, donc il supprime cette partie du test. Les raisonnements des compilateurs sont implacables. Et alors un dernier exemple que je trouve particulièrement choquant, et je ne sais pas en fait si c'est une bonne ou une mauvaise interprétation du standard C. Donc certains compilateurs optimisent en supposant donc non seulement qu'il n'y a pas eu de comportement indéfini dans l'exécution du programme jusqu'ici, mais aussi qu'il n'y en aura pas à l'avenir. Et ça, par exemple, du coup, si vous avez un code comme ça, là, donc c'est une division où on fait bien attention de tester que le diviseur n'est pas 0, et que s'il est 0, alors on appelle une fonction error qui peut arrêter l'exécution ou juste déjà imprimer un message, au moins on est prévenu. Eh bien, certains compilateurs se permettent de démarrer la division avant le test. Sans doute en raisonnant que si la division n'est pas bien définie, si y vaut 0, de toute façon, on plantera avant ou après, mais on plantera. Donc, on rencontrera un comportement indéfini, que ce soit maintenant ou un peu plus tard, c'est pas grave. Bon. Mais c'est quand même terrifiant, parce que si le compilateur a mis la division avant, par exemple, ça veut dire que l'erreur ne sera pas gérée, ne sera pas affichée, par exemple. Voilà, donc tout ça débouche sur ce que Chris Lattner, donc l'auteur principal de LLVM, un des meilleurs compilateurs existants aujourd'hui, appelle le champ de Min. Et donc, comme il dit, tout ça, ce traitement des comportements indéfinis n'est pas satisfaisant du tout. D'une part parce qu'on finit toujours par blâmer le compilateur, le pauvre petit compilateur. D'autre part, parce que cela veut dire que beaucoup de codes C existants sont des champs de Min qui attendent juste d'exploser. Et par cela, il veut dire que dans les codes C existants, il y a des comportements indéfinis. D'accord ? Et plus le compilateur devient intelligent et optimise en fonction de l'absence de comportements indéfinis, et plus ces programmes se comportent de manière bizarre. Bon. Et en particulier, plus des mesures de sécurité qui avaient été introduites à la main dans le code source sont éliminées. Et pourtant, le compilateur, il n'est pas méchant, d'accord ? Il ne fait qu'appliquer des optimisations classiques, plutôt naturelles, on a vu, propagation des constantes, simplification des conditionnels, réordonnancement des calculs, etc. Et puis ce principe, le comportement indéfini, c'est ça me permet de produire le code machine qui m'arrange le mieux. Bon. Alors que faire ? Alors bien sûr, ne pas avoir de comportement indéfini dans ces codes C ou C++. Et pour ça, il y a de nombreux outils d'analyse statique qui vous aident à les trouver, ou d'analyse dynamique aussi d'ailleurs, qui instrumentent l'exécution, pour détecter donc d'éventuels comportements indéfinis. Certains auteurs ont aussi regardé des analyses statiques pour justement essayer de voir où est-ce que le compilateur fait des optimisations qui vont peut-être un peu trop loin, typiquement en comparant la sortie à différents niveaux d'optimisation. Bon. Alors bien sûr, on peut aussi optimiser moins agressivement. Sur les codes système, on ne gagne pas tant que ça, grâce à ces optimisations agressives, peut-être 10-20%. Après tout, peut-être il vaut mieux être un peu plus lent et beaucoup plus sécurisé. Alors pour ce faire, dans GCC et ces langues, il y a plein d'options pour désactiver des optimisations, qui commencent par -f no quelque chose, souvent introduites à la demande des développeurs de noyaux, et lesquels donc les utilisent. Une autre possibilité que moi j'aime beaucoup, qui est de définir davantage de comportements. Donc dans mon compilateur vérifié CompCert-C, on définit
la sémantique de beaucoup de choses qui sont indéfinies en C, par exemple que l'arithmétique entière est toujours modulo 2 puissance n, on donne des garanties sur l'ordre d'évaluation dans les expressions, on garantit que le comportement sera préservé jusqu'au premier comportement indéfini. Donc ça, par exemple, ce réordonnancement est impossible, d'après la sémantique de CompCert, etc. Et puis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être faudrait-il repenser nos choix de langage de programmation lorsqu'il s'agit d'écrire des codes de haute sécurité. Bon. Alors maintenant, j'aimerais passer à... j'aimerais donc discuter un peu avec vous de la sécurité d'un code compilé. Alors déjà, lorsqu'il est exécuté d'une certaine manière tout seul ou en isolation, et ensuite, lorsqu'il est exécuté pas tout seul, donc dans un contexte hostile, lorsqu'il est lié, par exemple, par addition de liens, avec du code qui essaye de l'attaquer. Et alors, dans les deux cas, on voudrait une propriété comme ça. On voudrait que le code exécutable produit par le compilateur soit aussi sécurisé que le code source, au sens que si vous avez une attaque sur le code exécutable qui mène à violer l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité, une attaque similaire peut être menée sur le code source et menée à la même violation. Et du coup, ça veut dire que toute attaque peut être expliquée en termes du programme source et de la sémantique du langage source. Je peux afficher le code source sur cet écran et on va le discuter. On n'est pas obligé de descendre jusqu'au code machine qui a été compilé pour comprendre ce qui se passe. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien avoir. On va voir que ce n'est pas facile. Alors, il y a quand même un cas où c'est facile, c'est si vous avez un programme complet exécuté en isolation. Donc votre code source, c'est un programme complet, il n'y a pas de variable libre, pas de dépendance sur l'extérieur, et les seules interactions avec le monde extérieur sont via des opérations d'entrée-sortie explicites dans le programme. Et le code compilé, donc lui aussi c'est un programme complet, et on suppose qu'il est exécuté en isolation, comme on a vu par les diverses techniques qu'on a vues dans le cours du 24 mars. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la seule surface d'attaque, la seule manière de le faire se mal comporter, c'est via les entrées-sorties. C'est en lui envoyant des données d'entrée auxquelles il ne s'attend pas. Et à ce moment-là, un compilateur qui préserve la sémantique des programmes, comme ce compilateur CompCert dont on vient de parler, suffit. Parce que qu'est-ce que ça garantit, cette préservation sémantique? C'est que le comportement du code compilé, typiquement les entrées-sorties qu'il va faire, est l'un des comportements permis par la sémantique du code source. Il peut y avoir du non-déterministe dans le code source, donc peut-être le code source en prévoit plus de comportements que le code compilé. Mais le code compilé, le comportement du compilé, c'est l'un des comportements permis. Et du coup, un tel compilateur fournit de la compilation sécurisée, parce qu'une attaque sur le code compilé, comme on l'a dit, c'est une trace T des entrées-sorties qui provoque le comportement indésirable, et la même trace T va provoquer un comportement indésirable dans le code source, d'accord, par préservation sémantique. Et donc on a gratuitement, ou presque, la compilation sécurisée. Le problème, c'est lorsqu'on a un fragment de programme, une fonction, une classe, un type abstrait, une bibliothèque, donc qu'on a sécurisé, qu'on compile en code machine et qu'on va lier avec d'autres codes machine, produits par compilation à partir du même langage source, par compilation à partir d'un autre langage source, ou écrits directement à la main, en assembleur, et donc avec accès à toutes les ressources de la machine. Et donc voilà, c'est ça la situation plus délicate, parce que ce code de niveau machine, en particulier celui écrit à la main, peut faire en général des attaques sur ce code machine compilé qui ne seraient pas possibles sur le source. Alors voilà quelques exemples. Donc le source, c'est une classe Java de type account, compte bancaire. Donc il y a une variable d'instance qui est le solde courant, BAL, qui doit toujours être positif, et des méthodes pour faire des dépôts ou des retraits avec des vérifications. Donc on ne peut pas retirer, quand on retire un certain montant, il faut qu'il soit positif et inférieur au solde, et quand on crédite un certain montant, il ne faut pas qu'il y ait un débordement dans le champ BAL, qui est type short. Bien, donc ça, au niveau Java, ça a l'air plutôt sécurisé. Maintenant, si on est au niveau machine,
un code machine auquel on donne l'adresse P d'une instance de count peut facilement accéder directement au champ BAL. Les lire et écrire dedans, typiquement il sera à l'adresse P plus 8 ou P plus 16, peut-être P plus 24. Bon, mais on arrivera à le trouver. Et donc l'invariant est trivialement violé. Le code machine peut écrire -1 dans le champ BAL. Il peut aussi se contenter d'appeler une des méthodes, deposit ou withdraw, et regarder l'état des registres du processeur et de la pile au retour de l'appel. Il y a de fortes chances que la valeur de BAL soit dans un des registres. Et sachant que le code d'origine ne fournit pas de moyen direct au client de la classe account pour consulter le solde. Donc on a violé une propriété de confidentialité. Un code machine peut appeler deposit. Oui, quand on appelle une méthode d'un objet, on passe l'objet en premier argument implicite. Et donc un code machine, il peut appeler deposit avec cet argument implicite this qui est incorrect. Ça peut être le pointeur nul, ça peut être un pointeur sur un autre objet qui n'est pas de la classe count. Dans le premier cas, ça va planter, dans le deuxième cas, on va sans doute corrompre l'autre objet. Un code machine peut appeler, il peut appeler deposit avec amount. Donc amount, c'est un paramètre qui est passé dans un registre, 32 ou 64 bits, et qui n'est pas forcément dans l'intervalle des valeurs du type short. Et suivant ce que fait le compilateur Java, il peut avoir fait confiance à l'appelant pour ne passer que des valeurs qui sont dans l'intervalle du type short. Auquel cas, ici, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues dans le code source. Dans le code source, comme je suis un très bon programmeur Java, j'ai fait cette addition entre deux shorts au type int, et donc je sais qu'elle ne peut pas déborder. En revanche, si maintenant amount est un entier 32 bits, très grand, elle peut maintenant déborder et faire apparaître des comportements supplémentaires. Alors bien sûr, un code machine, il n'est pas obligé d'appeler les méthodes à leur point d'entrée. Il peut les appeler quelques instructions après le point d'entrée, ce qui va sauter par-dessus des tests justement de validité des paramètres. Un code machine peut aussi falsifier la pile d'appel. Donc il peut appeler une méthode avec une adresse de retour et une pile d'appel qui ressemble à rien. Et du coup, deposit au retour va sauter dans un code choisi par l'appelant, par le code machine, ce qui peut introduire de la confusion, notamment au niveau de l'inspection de piles et du security manager, si vous vous souvenez de tout ça. Bon, donc j'arrête ici, mais vous voyez qu'il y a plein de manières différentes pour un code machine de casser cette classe. Et en fait, c'est même pas nécessaire de descendre jusqu'au niveau machine. Et ça, c'est une observation d'un très joli article de Martin Abadi de 1998, dont on va parler pas mal dans cette séance. Martin Abadi, qui a fait le cours, qui a enseigné une année au Collège de France vers 2010, sur la sécurité informatique d'ailleurs. Donc son exemple, c'est juste la compilation de Java vers le code de la machine JVM, la machine abstraite Java. Et la machine JVM ressemble beaucoup au langage Java, mais il y a certains traits du langage qui ne sont pas dans la JVM. Par exemple, les classes internes, classes imbriquées. Ici, une classe E qui est déclarée localement à la classe D. Et ça, le compilateur Java, il va transformer ça en deux classes, en fait, et D et D$E. Et du coup, il va y avoir un problème pour l'accès à ce champ privé X, ici, parce que la classe interne E en a aussi besoin d'y accéder. Donc que fait le compilateur? Il produit du code JVM que j'ai désassemblé pour vous et retraduit en pseudo-Java. Donc ici, on a notre classe interne D$E, et comme elle a besoin pour s'initialiser d'un accès au X de la classe D, et que le X de la classe D est privé, donc inaccessible depuis toute autre classe, eh bien le compilateur a introduit une nouvelle méthode, access$000, qui renvoie X, la valeur X de l'objet D, passé en argument. Et du coup, la classe interne l'utilise pour récupérer la valeur de X. Le X ici, c'est peut-être des Y, mais c'est pas grave. Oui, c'est des Y. Et du coup, si maintenant vous écrivez du code JVM à la main, ce qui est tout à fait possible, il y a des assembleurs pour la machine JVM, vous allez pouvoir lire X de l'extérieur de la classe D en appelant vous-même cette méthode d.access$000. Et donc dans cet article de 98, Abadi, non seulement il donne ce joli exemple, mais il propose un cadre un peu formel pour raisonner sur ces attaques de bas niveau.
qui utilise l'équivalence observationnelle et le fait que les équivalences observationnelles ne sont pas préservées par la compilation. Alors on va passer pas mal de temps d'ici à la fin du cours pour expliquer formellement ce que ça veut dire, mais très grossièrement, l'idée est la suivante. On peut caractériser une attaque bas niveau comme le fait qu'on a deux fragments de code source, F1 et F2, qui sont indistinguables au niveau du code source. On peut remplacer l'un par l'autre et aucun code source ne va pouvoir ne va pouvoir faire la différence. Mais dont les codes compilés, C de F1, C de F2, peuvent être distingués au niveau du langage cible. Alors l'exemple, on revient sur l'exemple d'Abadi. À gauche, donc, c'est la classe telle qu'on l'a vue, où y est initialisé par x. À droite, c'est une variante où y est initialisé par 0. Je prétends que les deux classes sont indistinguables par du code Java, puisque de toute manière, ce champ y qui est privé à E ne peut être n'est pas accédé à l'intérieur de D et de E, et n'est pas visible à l'extérieur. Donc, essentiellement, personne ne peut faire la différence. Mais leurs codes JVM sont distinguables par du code JVM. La classe de gauche a une méthode de plus, access $000. Bon. Et donc, l'équivalence observationnelle au niveau Java n'est pas préservée au niveau JVM. Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans les détails de ce que c'est que l'équivalence observationnelle, et à la fois en sémantique classique et puis vis-à-vis de la sécurité. Donc, un peu plus formellement, deux fragments de code, F1, F2, deux fonctions, deux classes, deux types abstraits, deux bibliothèques, sont observationnellement équivalents si pour tout contexte C, donc un contexte c'est un programme à trou, c'est un programme dans lequel il y a un trou qui attend le fragment de code pour devenir un programme complet. Et donc, les programmes complets C où le trou est remplacé par F1 et C où le trou est remplacé par F2, donc C lié avec F1, C lié avec F2, si vous voulez. Donc ces deux programmes complets se comportent pareil. Alors vis-à-vis de quels critères? Généralement, c'est vis-à-vis de la terminaison. Donc on dit que si l'un termine, il suffit que l'un termine, l'un termine si et seulement si l'autre termine. Donc soit les deux terminent, soit les deux divergent, ça suffit. Après, on peut exiger des choses plus fortes. Par exemple, s'ils terminent, c'est sur la même valeur, mais ce n'est même pas absolument nécessaire. Et donc, exemple, les deux classes D précédentes sont observationnellement équivalentes au niveau Java. Bon. Alors, on va prendre des exemples plutôt sur des langages fonctionnels stricts typés, parce que c'est les langages que j'aime bien, les langages à la camel, et puis parce que ça fait des exemples plus petits que des classes Java. Donc, sur des types de base, comme les entiers, l'équivalence, c'est l'égalité. Évidemment, 0 est équivalent à 0, puisque si vous mettez 0 ou bien 0 dans un programme, ça fait la même chose. En revanche, 0 n'est pas équivalent à 1, parce que ici, j'ai un contexte, un programme, qui teste est-ce que le trou est égal à 0. Si oui, je diverge, oméga, c'est la divergence. Sinon, je termine tout de suite. Ben, ce contexte, il va distinguer 0 et 1, bien sûr. Pour 0, il diverge, et pour 1, il termine. Alors, pour des fonctions sur les types de base, par exemple des entiers dans les entiers, l'équivalence, c'est l'égalité extensionnelle. Les fonctions sont équivalentes si elles envoient les mêmes arguments sur les mêmes résultats. Par exemple, l'addition, donc x plus x, lambda x plus x, la fonction qui a x associe x plus x, c'est la même chose que la fonction qui a x associe x fois 2. Les résultats sont toujours les mêmes. En revanche, la fonction successeur n'est pas observationnellement la même chose que la fonction prédécesseur, parce que successeur de 0, c'est 1, prédécesseur de 0, c'est moins 1, et on peut les distinguer facilement. Et alors un exemple qui va revenir souvent. Maintenant, si on est au type unit, donc l'identité sur le type unit, il n'y a qu'une valeur dans le type unit, la constante vide, et donc l'identité sur le type unit, ça envoie vide sur vide, et c'est équivalent à la fonction constante, qui prend x de type unit et renvoie toujours vide. D'accord? Dans les deux cas, c'est vide, flèche vide. De même, si vous avez l'identité sur les booléens, c'est équivalent à la fonction qui est ici à droite, qui dit que si l'argument x, et non pas b, est vrai, alors vrai, sinon faux. Les deux fonctions envoient vrai sur vrai et faux sur faux, donc elles sont équivalentes. Bien. Alors là où ça devient rigolo, c'est pour les fonctions d'ordre supérieur, donc des fonctions qui prennent d'autres fonctions en argument, parce que l'équivalence observationnelle permet de détecter assez finement comment ces fonctions utilisent leurs arguments fonctionnels.
et en particulier est-ce qu'il les appelle et combien de fois. Par exemple, ici j'ai une fonction qui prend f, un code de type unit / unit, et qui l'appelle. Et là, j'ai une fonction qui prend f et qui l'appelle 2 fois. Donc, dans les deux cas, le résultat c'est unit, bien sûr, mais je dis qu'on ne peut pas les distinguer, parce qu'essentiellement, il n'y a que 2 comportements possibles pour une fonction de type unit / unit, soit renvoyer unit, soit diverger. Mais si f renvoie unit, les deux côtés renvoient unit, et si f diverge, les deux côtés divergent. En revanche, là je vois une différence entre la fonction qui appelle f et la fonction qui ne l'appelle pas, et qui renvoie tout de suite vide. D'accord ? Puisque cette dernière fonction, si je lui passe une fonction f qui diverge, elle termine, alors que celle-là, si je lui passe une fonction f qui diverge, elle diverge. D'accord ? Et alors un exemple sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, c'est le ou paresseux. Donc l'opérateur bar de C ou de C++ ou de Java ou de plein d'autres langages. Donc ici on présente ça comme un opérateur qui prend 2 fonctions qui vont évaluer un booléen de manière paresseuse, qui vont l'évaluer à la demande, unit / bool. Et l'idée, c'est on peut commencer par la gauche, on teste le booléen de gauche, et s'il est vrai, alors on n'a même pas besoin d'évaluer le booléen de droite, même s'il ne va pas terminer, d'accord ? Et puis on peut aussi le faire de droite à gauche, donc on teste le booléen de droite, y, s'il est vrai, on renvoie vrai, et c'est seulement s'il est faux qu'il faut évaluer le booléen de gauche. Et ces 2 fonctions ne sont pas équivalentes, puisque si vous lui passez par exemple un x qui diverge, la première diverge, et un y qui renvoie true, excusez-moi. Oui, donc ces 2 fonctions ne sont pas équivalentes parce que si vous passez pour x une fonction qui diverge et pour y une fonction qui renvoie toujours true, la première renvoie true et la deuxième renvoie true et la première diverge. Voilà. Alors, quelle est la pertinence pour la sécurité ? Il y en a une petite, qui est que beaucoup de propriétés de base de sécurité de votre langage de programmation se caractérisent assez joliment par des équivalences observationnelles. Par exemple, une propriété vraiment de base, c'est l'intégrité des variables locales. Donc ici, j'ai une de ces fonctions de l'ordre supérieur qui prend une fonction f. F, c'est l'attaquant, fonction de type unit / unit, qui définit une variable locale, une référence initialisée à 0, appelle f et accède à x. Et parce que les variables locales sont intègres, je sais que le x ici sera toujours 0, il n'est pas visible de la fonction f n'a pas de moyen de modifier x, et ça je peux le dire simplement en énonçant l'équivalence entre ça et la fonction qui appelle f et renvoie 0. D'accord ? De même, je peux dire que la variable locale est confidentielle, au sens où ici, f qui est appelé n'a pas accès, ne peut pas consulter l'environnement de son appelant et ne peut pas consulter la valeur de x. D'accord ? Et donc que x vaille 0 ou 1, f ne peut pas savoir, on ne peut pas choisir de diverger dans un cas et converger dans l'autre. Donc il y a équivalence. Si on est en JavaScript peut-être, ou non, en TCL par exemple, voilà, en TCL, la fonction f peut accéder à l'environnement de son appelant, eh bien, elle pourrait choisir de diverger dans un cas et de converger dans l'autre. D'accord ? Donc cette équivalence observationnelle ne serait pas vraie en TCL, langage qui ne garantit pas la confidentialité des variables locales. Alors un autre exemple, je ne sais pas s'il est très pertinent pour la sécurité, peut-être un peu, c'est le fait qu'on ne peut pas observer l'ordre d'allocation. Il paraît que certaines attaques s'appuient sur le fait qu'on peut prédire les adresses des objets qui vont être accédés dans le futur, quelque chose comme ça. Bon, mais ça, dans un langage bien fichu, c'est pas possible, au niveau du langage en tout cas. Donc ici, j'alloue 2 références vers 0, je renvoie la première, et c'est équivalent, observationnellement, à allouer 2 références et renvoyer la deuxième. Aucun contexte ne peut différencier les 2 références. Après, il y a mon exemple favori d'encapsulation procédurale. Donc ici, j'ai une référence, un compteur, qui est une référence initialisée à 0, et que je cache par portée lexicale dans une fonction qui donc va être la seule à pouvoir accéder à C, et qui incrémente C et renvoie sa valeur. Donc observationnellement, cette fonction, si je l'appelle
plusieurs fois, elle devrait renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, etc. Maintenant, à droite, j'ai une fonction légèrement différente, où la référence maintenant compte vers le bas. Donc à chaque appel, je la décrémente, mais je renvoie l'opposé de la valeur courante. Donc l'état interne est différent. Ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Mais les résultats sont les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5 dans les deux cas. Et donc, si l'encapsulation procédurale fonctionne, ces deux fonctions sont équivalentes observationnellement. On ne peut pas les distinguer. Et puis, il y a l'abstraction de type, dont on a beaucoup parlé au cours précédent. Donc là, on rappelle, donc on a deux implémentations de la signature du module des capacités. L'une où les capacités, c'est une liste de permissions. L'autre où les capacités, c'est un bit vecteur, un vecteur de bits encodé dans un entier. Et on a vu donc qu'on pouvait utiliser l'une ou l'autre dans tout programme bien typé sans observer de différence. Et pour ça, on avait construit ce qui s'appelle une relation logique. Et oui, l'existence d'une relation logique implique équivalence observationnelle. Donc c'est un des meilleurs moyens que je connaisse pour montrer l'équivalence observationnelle. Sachant qu'il y a des cas tordus où on a équivalence observationnelle alors qu'il n'existe pas de relation logique. Mais bon, c'est... Voilà. Alors maintenant, on va oublier la sécurité pendant quelques minutes et faire un petit peu de sémantique pure. Et donc une des raisons pour lesquelles les sémanticiens des années 70, 80 et 90 se sont beaucoup intéressés à l'équivalence observationnelle, c'est pour ses liens avec les sémantiques dénotationnelles. Donc une sémantique dénotationnelle, on en avait vu une rapidement au cours précédent, c'était celle qu'utilisait Milner dans son article de 78. Bon, c'est une fonction qui, à partir d'une expression du langage, un morceau de syntaxe, et d'un environnement, donc qui associe des valeurs aux variables libres, vous renvoie une valeur, enfin une dénotation, un objet du domaine. Donc pour Milner, les objets du langage, c'était des expressions, les objets du domaine, c'était des valeurs, et pour lui, c'était un domaine de Scott. Donc une valeur, ça peut être bottom, pour dire que ça ne termine pas, ça peut être un entier, ça peut être une fonction continue de V dans V, ça peut être la constante Vrong, etc. Bref, donc ça c'est un exemple de sémantique dénotationnelle, mais on peut poser de manière générale la relation entre la sémantique dénotationnelle et l'équivalence observationnelle au niveau du langage. Et donc il y a deux propriétés. La sémantique est adéquate si deux expressions qui ont la même dénotation sont équivalentes observationnellement, et elle est complète si deux expressions équivalentes observationnellement ont la même dénotation. Et elle est complètement adéquate, il me semble que c'est le terme français correct, mais fully abstract, c'est ce que vous trouverez dans la littérature, elle est fully abstract si elle est adéquate et complète. Donc si ici on a une équivalence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, adéquat, complet et fully abstract? Adéquat, ça veut dire en gros que votre sémantique dénotationnelle n'est pas absurde. Un exemple de sémantique non adéquate, c'est s'il n'y a pas assez de valeur dans votre espace des dénotations. Par exemple, vous avez identifié les constantes true et false du langage dans une seule valeur. Alors bien sûr, true et false ont la même dénotation, mais on a vu qu'ils n'étaient pas observationnellement équivalents. Ceci dit, c'est une sémantique complètement inutilisable, qui ne reflète pas le sens du langage. Et donc en pratique, les bonnes sémantiques dénotationnelles sont toujours adéquates. Et là, j'ai esquissé la démonstration que je ne vais pas vous lire, mais ça s'appuie sur des hypothèses très raisonnables, par exemple que la dénotation d'un terme qui diverge n'est pas la même que la dénotation d'un terme qui termine, non, et que la dénotation est compositionnelle. La dénotation de C de E, c'est une fonction de la dénotation de E. Donc des hypothèses très, très raisonnables qu'on veut dans toutes les sémantiques dénotationnelles. En revanche, la complétude, c'est là que c'est vraiment compliqué. Parce qu'on a beaucoup de bonnes sémantiques qui sont incomplètes, typiquement parce qu'il y a trop de valeurs dans le domaine des valeurs sémantiques V. Il y a des valeurs qui ne sont pas définissables dans le langage de programmation, et donc qui permettent de distinguer des choses au niveau des dénotations qu'on ne peut pas distinguer au niveau du langage source. Alors l'exemple typique, c'est justement les domaines de Scott. Dans les domaines de Scott, on représente les fonctions du langage par des fonctions donc calculables, par des fonctions continues, de V dans V. Et les fonctions continues de V dans V, ça contient par exemple des fonctions parallèles qui ne sont pas définissables dans un langage purement séquentiel.
Et alors un exemple de OU parallèle, c'est le OU parallèle, donc c'est le OU paresseux, très très paresseux, qui renvoie true dès que l'un de ces deux arguments renvoie true, même si l'autre diverge. Donc là, je vous ai fait la table de vérité. Et donc l'idée, c'est que ce OU, il est implémentable. Le seul moyen de l'implémenter, c'est de lancer les calculs de x et de y en parallèle, ou de manière entrelacée, et de les surveiller. Et dès qu'il y en a un qui s'arrête avec true, on tue l'autre calcul et on renvoie true. Mais si votre langage est purement séquentiel, on ne peut pas le définir. Ça. Parce que dans un langage séquentiel, le calcul doit ou bien commencer par évaluer x, et dans ce cas-là, comme dans le OU gauche, qu'on a vu tout à l'heure, et dans ce cas-là, le cas 2 n'est pas toujours vrai, ou commencer par évaluer y, et là c'est le cas 1 qui est invalidé dans certains cas. Et du coup, ça permet de montrer l'incomplétude justement d'une sémantique à base de domaine de Scott comme celle de Milner. Et ça, c'est un très beau résultat de Gordon Plotkin donc sur l'étude de PCF, donc un langage fonctionnel simplement typé, et où justement donc, il montre qu'avec une sémantique dénotationnelle dans laquelle le OU parallèle est définissable, eh bien cette sémantique, elle n'est pas, qui contient le OU parallèle, cette sémantique n'est pas complète. Et alors la construction est un peu subtile, mais j'essaie de vous la résumer. Donc, il définit dans le langage de programmation deux fonctions d'ordre supérieur, M0 et M1, qui prennent un OU en argument. Donc, c'est ce que Gérard Berry appelle des goûteurs de OU. Et donc, on prend un F donc, qui ressemble à un OU paresseux, qui a le bon type en tout cas, et on lui fait subir trois tests. On l'appelle avec true et oméga, donc la divergence, avec oméga et true, et avec faux et faux. Et donc s'il renvoie true, true, s'il termine dans les trois cas en renvoyant true, true, false, alors on renvoie l'entier k, donc qui vaut 0 ou 1, et qui va permettre de distinguer M0 de M1, sinon on diverge. Donc l'observation, c'est que M0 et M1 n'ont pas la même dénotation, car si vous prenez la dénotation de M0 et que vous l'appliquez au OU parallèle, eh bien les trois tests passent et on renvoie 0. Et si vous prenez la dénotation de M1 et l'appliquez au OU parallèle, les trois tests passent et renvoient 1. Donc, c'est des fonctions différentes au niveau des dénotations. Et pourtant, observationnellement, elles sont équivalentes, parce qu'aucune fonction f définissable dans le langage ne peut satisfaire les trois conditions du if. La fonction f étant forcément séquentielle, soit elle commence par évaluer son premier argument, et du coup, elle va diverger ici, soit elle commence par évaluer son deuxième argument, et elle va diverger ici, soit elle n'évalue aucun de ces arguments, auquel cas elle est constante. S'il renvoie toujours true, elle va échouer ce test-là. S'il renvoie toujours false, elle va échouer ces deux tests-là. Et donc, dans tous les cas, on finit par diverger. Donc, voilà. Et donc, suite à ça, dans les années 80-90, il y a eu pas mal de travaux pour justement trouver d'autres modèles, pas à base de domaine de Scott, qui soient complets pour des langages séquentiels. Et avec des résultats un peu compliqués. On a fini par avoir des résultats positifs, mais avec des domaines à base de jeux à deux joueurs, par exemple, qui sont assez compliqués. Bon, donc fin de la minute culturelle sur les sémantiques dénotationnelles. Revenons un petit peu à la sécurité et à la compilation. Donc Abadi, dans son fameux article de 98, donc Martin Abadi est un homme cultivé en sémantique, qui connaissait parfaitement ces notions, ce problème de la full abstraction. Et donc il dit, pour un compilateur, c'est un peu pareil. On va dire qu'un compilateur est fully abstract s'il préserve les équivalences observationnelles. Donc deux fragments de code source sont équivalents, si et seulement si deux fragments de code compilés sont équivalents. Donc ici, c'est équivalent vis-à-vis des contextes exprimables dans le langage source, et ici, c'est équivalent vis-à-vis des contextes exprimables dans le langage compilé. Et comme on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est intéressant pour la sécurité si on avait un compilateur fully abstract, parce que toutes les attaques de bas niveau, qu'on peut imaginer être un contexte écrit à la main en langage compilé, en langage machine, vont aussi être possibles au haut niveau. Si on peut distinguer au niveau compilé, on devrait pouvoir distinguer au niveau source, et donc expliquer l'attaque au niveau du source. Et du coup, on pourrait raisonner entièrement sur la correction et la sécurité d'un programme, entièrement au niveau du langage source, sans jamais avoir à réfléchir au code compilé. Alors, ce serait bien,
Et on va voir que c'est horriblement difficile. Alors oui, donc on va juste avant ça revenir sur les deux directions de l'implication de l'équivalence. Donc la première direction, c'est la direction d'adéquation, et qu'on peut exprimer avec une contraposée. Si F1 est distinguable au niveau de F2 au niveau du source, alors leurs codes compilés sont distinguables. Et c'est assez évident. Enfin, c'est généralement une conséquence du fait que le compilateur préserve la sémantique des programmes sources. Si vous avez un contexte ici tel que S de F1 diverge et S de F2 converge, le code compilé par préservation de la sémantique, dans le premier cas, il va diverger, dans le deuxième cas, il va converger. Et en travaillant un petit peu, on peut trouver un contexte M qui représente un peu le compilé du contexte S et qui va justement distinguer les deux codes compilés, C2F1, C2F2. Bon, alors ça peut être un petit peu subtil si par exemple votre compilateur fait des optimisations au moment du link, mais on y arrive. Donc cette direction, elle n'est pas compliquée. C'est l'autre direction qui est horrible, c'est de dire que si vos deux composants sont équivalents au niveau du source, on ne peut pas les distinguer au niveau du compilé, et on a vu plein d'exemples où on y arrivait à les distinguer. Ou un contexte de niveau machine peut, en inspectant directement la mémoire, en inspectant les registres, en ne respectant pas les conventions d'appel, distinguer nos deux codes compilés. Et on le voit si on essaye d'appliquer cette technique de preuve. Si on a un contexte M qui distingue les codes machine, il est très difficile, voire impossible, de construire un contexte source S qui va distinguer F1 et F2. Cette traduction arrière de M vers S, et c'est la clé, c'est vraiment le point clé de l'approche. Alors, commençons par un exemple qui a l'air bateau, mais qui, déjà, c'est un résultat de recherche des 10 dernières années. Notre compilateur, il va aller d'un langage statiquement typé, fonctionnel statiquement typé, vers le même langage, mais dynamiquement typé. La compilation est assez triviale, hein, on peut se dire, il suffit d'effacer les types. Alors c'est quoi notre langage source? Donc on a des types qui sont unit, bool, fonction, produit, somme, et des termes, bon, c'est un peu mini-ML, on a des variables, des fonctions, des applications, des fonctions récursives, des booléens avec des constantes, et le if then else, des paires, les deux projections, des injections pour les types somme, à gauche, à droite, un match pour analyser par cas, etc. Et donc ce petit langage, on va le compiler vers le même, mais dynamiquement typé. Donc il n'y a plus de type statique, mais il y a des vérifications dynamiques de type. Alors si on se contente d'effacer les types, c'est un compilateur correct, qui préserve la sémantique, mais qui ne préserve pas les équivalences. Donc oui, ça c'est les travaux donc, de Vries, Patrignani et Pissens de 2016. Effacer les types, ça préserve la sémantique, mais pas les équivalences. Comme on l'a vu, la fonction identité au type unit/unit est équivalente à la fonction constante, qui renvoie toujours vide. Mais si vous effacez les types, vous avez ici la fonction identité, qui peut être appliquée à n'importe quel argument, et ici la fonction constante, qui renvoie toujours vide. Et donc un contexte non typé distingue ces deux fonctions trivialement. Il suffit de les appeler sur true, par exemple. D'accord ? Vous voyez que c'est quand même pas si facile. Hein. Mais pour sécuriser cette compilation, il faut non seulement effacer les types et protéger le terme effacé par des vérifications supplémentaires, des vérifications dynamiques des valeurs provenant du contexte. Et en particulier, ici, par exemple, une vérification dynamique qui dit « ben non, on ne va jamais pouvoir les appeler sur autre chose qu'une valeur de type unit ». Alors, donc ça, c'est les équations pour la protection, et puis dualement pour le confinement. Je ne sais pas si je vais vous les lire toutes, mais bon, donc la protection, c'est on prend un terme du monde typé, après effacement, et on veut le rendre plus solide pour utilisation dans le monde non typé. Et le confinement, c'est là que c'est plus intéressant, c'est on prend le monde non typé nous donne quelque chose, typiquement une fonction qui va essayer de nous attaquer, et on lui rajoute des tests de type, ou des normalisations, pour que ça se passe bien. Donc, pour protéger une valeur de type unit ou de valeur de type booléenne, il n'y a rien à faire. Pour protéger une fonction, eh bien, il faut confiner son argument, appeler la fonction et protéger son résultat. Confiner une valeur de type unit, c'est dire c'est forcément vide. Confiner une valeur de type booléen, c'est tester. Si c'est vrai, renvoyer vrai. Si c'est faux, renvoyer faux. Si c'est autre chose, faire une erreur dynamique de type.
mais renvoyer quelque chose qui est forcément une bonne valeur du type bool. Et confiner une paire, c'est confiner les deux composantes, et confiner une fonction, c'est à nouveau faire l'inverse, c'est-à-dire confiner son résultat et protéger son argument. Et avec ça, donc un exemple de protection, vous allez voir que ça marche. Donc maintenant, quand on compile la fonction identité au type bool, on n'obtient pas la fonction identité, on obtient la fonction qui prend x, normalise x comme si c'était un booléen et renvoie x. Et maintenant, si on prend une fonction typée, donc qui prend un booléen et normalise x, ben on a une double normalisation. D'accord ? Ça, c'est celle qui est introduite par la compilation, ça, c'est celle qui était dans le code d'origine, mais il y a équivalence observationnelle. Ces deux fonctions envoient true sur true, false sur false, et n'importe quelle autre valeur sur une erreur dynamique de type. Du coup, on arrive à montrer la full abstraction par ce mécanisme de traduction inverse de contexte que j'ai esquissé avec les mains. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour le présenter, mais donc l'idée de base, c'est, supposons donc qu'on a deux codes compilés, C de A1 type tau, C de A2 type tau, qui sont distingués par un contexte non typé. Donc là, j'ai expansé les deux codes compilés, il y en a un qui diverge, mis dans M, et l'autre qui termine. Et l'idée maintenant, c'est d'essayer de construire un contexte typé S, qui va distinguer A1 et A2. Et alors c'est facile, relativement parlant, si le langage source contient en plus un type universel U, un type dans lequel on peut représenter tous les termes non typés. Vous savez, comme en Camel, on peut aussi programmer en lambda calcul pur, à condition de définir un type un peu comme ça, donc U qui contient toutes les valeurs possibles, soit wrong, soit unit, soit un booléen, soit une paire de deux éléments du type universel, soit une fonction du type universel dans le type universel. Et donc, à partir de M, on peut le traduire en un contexte typé S, mais qui utilise le type universel, donc dont le true attend une valeur de type universel. Et après, en travaillant encore un peu, en ajoutant des coercions et tout, on peut le transformer en un S, qui est maintenant un true qui attend un objet de type tau, et dans lequel on peut mettre A1 et A2, et qui va les distinguer. Bon. Et là où ça se corse, c'est si votre langage source n'a pas de type universel, ou pas de type récursif, vous ne pouvez pas définir ce type universel, mais donc il y a une très jolie observation de De Vries et co-auteurs, qui est que c'est pas grave, il suffit de pouvoir approximer le type au niveau n, donc le type universel au niveau n. Donc l'approximation au niveau 0, c'est juste unit. L'approximation au niveau n plus 1, c'est soit unit, soit bool, soit une paire d'approximations de niveau n, soit une fonction d'une approximation de niveau n au niveau n. Et l'observation, c'est qu'il suffit de prendre n assez grand pour qu'il ne tombe jamais à 0 avant qu'on ait observé la différence. D'accord ? Cette différence, on va la voir au bout d'un nombre fini d'étapes. Il y en a un qui va terminer, et puis l'autre qui va continuer. Et donc, en choisissant finement n, et en comptant soigneusement le nombre d'étapes, step indexing, finalement, on peut faire le même genre de construction avec, sans type universel, sans type récursif, juste avec des approximations. Et alors, tout ça, c'est pas juste un papier de théoricien, car les mêmes techniques, ou des techniques très similaires, s'appliquent pour compiler de manière fully abstracte un langage statiquement typé vers JavaScript, le langage dynamiquement typé universel. Et donc ça, c'est un joli travail de Fournet, Swamy et co-auteurs de 2013. Alors ils ont commencé avec un langage source donc ils s'intéressent à des langages sources qui sont fonctionnels et impératifs et statiquement typés. Donc initialement, c'était un fragment de F-star, donc un mini-camel, si vous voulez. Et ensuite, certains des auteurs ont appliqué les mêmes techniques à TypeScript, donc qui est le JavaScript statiquement typé de Microsoft. Et dans les deux cas, le langage type, c'est JavaScript. Et alors, la compilation, c'est quoi ? C'est une traduction naïve qui efface les types. Donc là, il faut changer un peu la syntaxe. Une lambda, ça devient une function de JavaScript avec une déclaration des variables locales dont on va avoir besoin. Une application, c'est une application. Une paire, ça devient un objet JavaScript avec un tag pour le distinguer d'objets d'autres types. Un champ 0 qui est la première composante de la paire, un champ 1 qui est la deuxième composante. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il faut ensuite appliquer une protection vis-à-vis du contexte. Ne serait-ce que pour l'empêcher, le contexte, de passer des valeurs bizarres.
Alors, ce que De Vries et compagnie appellent protect et confine, Fournet et compagnie appellent ça down et up. Donc down, c'est ce qui vous fait passer du monde typé au monde JavaScript, et up, c'est ce qui vous prend une valeur hostile a priori de JavaScript et vous la remet dans votre monde plus sûr. Alors pour l'unité, donc le type unit, down c'est l'identité, up c'est renvoyer undefined, qui est par convention la seule valeur du type unit dans leur système. Down bool c'est l'identité, up bool c'est tester si c'est true ou false, et forcer à ce que ce soit true ou false. Down string c'est l'identité, up string c'est s'assurer que le résultat est bien une chaîne de caractères en concaténant la chaîne vide. Apparemment ça suffit à convaincre JavaScript de produire une chaîne de caractères. Pour les paires, ça se fait point à point, de manière évidente. Pour les fonctions, ça se corse un peu, pour un peu les mêmes genres de raisons qu'on avait vues au troisième cours, je crois, sur le défensif JavaScript, si vous vous souvenez. Donc down fun, il n'y a pas besoin de protection, puisque la fonction f qu'on encapsule, c'est une fonction qui vient du monde typé, c'est une fonction plutôt sûre, qui a été produite par compilation. En revanche, up fun, elle va prendre une fonction f qui vient du monde JavaScript, qui est fournie par l'attaquant, qui peut faire plein de choses horribles, inspecter la pile d'appel, demander le code, avoir le code de son appelant, enfin des choses JavaScript, quoi. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne comprends pas tout, d'ailleurs, les détails, mais en particulier, donc, ils font bien attention d'utiliser des variables pour passer donc, la conversion de l'argument et pour passer le résultat de la conversion du résultat. Et puis, il y a cet appel à double en deux pas, où d'abord on appelle stub avec true, qui va immédiatement se rappeler avec false, qui va enfin faire l'appel et mettre le résultat dans y, et enfin on va renvoyer y. Et si j'ai bien compris, c'est pour tromper l'inspection de la pile d'appel, parce que ici, si f inspecte sa pile d'appel, elle voit stub, puis elle voit comme appelant de stub, stub, qui a pour appelant stub, et encore stub. Enfin bref, l'inspection de la pile d'appel est bloquée, et elle ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Bon. Bref, il y a donc un certain nombre d'astuces pour empêcher cette fonction f fournie par le contexte JavaScript, possiblement malveillant, pour interférer avec la protection. Et pour finir, donc un dernier exemple de compilation fully abstract. Donc cette fois-ci, c'est on compile vers du code machine. Et donc on n'a même pas de test dynamique de type, mais on compile vers une machine avec des protections. Donc par exemple une machine à capacité, ou plus simplement, donc une machine dans laquelle on a deux zones mémoire protégées. Il y a une zone de code, MC, une zone de données, MD, et il y a certains points d'entrée qui sont identifiés dans MC, et les protections qu'assure la machine sont les suivantes. Un code qui n'est pas dans MC peut sauter dans MC, mais seulement au point d'entrée, pas à une adresse arbitraire. Un code qui n'est pas dans MC ne peut pas accéder aux données, MD, et donc seul le code qui est dans MC peut accéder aux données MD. Et seul le code qui est dans MC peut sauter donc, à une autre adresse dans MC, à une adresse arbitraire dans MC. Alors ça peut se réaliser de plusieurs manières, par exemple par des enclaves de type SGX sur les processeurs Intel. Sur les cartes à puce, il y a souvent un composant qui s'appelle un Memory Access Controller et qui fait ce genre de protection. C'est une matrice qui dit telle zone de code a droit à accéder à telle zone de données. Et ça permet par exemple de dire qu'il n'y a qu'un tout petit bout de code qui est capable d'accéder à la zone qui contient le code PIN, par exemple, ou ce genre de choses. Bref, donc ce n'est pas complètement irréaliste, ce modèle d'exécution. Et du coup, il compile vers cette machine. Donc les auteurs, c'est Acton et co-auteurs. Il compile un langage objet un peu simplifié. Alors là, je l'ai vraiment beaucoup simplifié pour expliquer rapidement. On a des objets qui sont alloués statiquement, qui ont donc des variables d'instance, qui sont privées. Des méthodes qui peuvent être privées au public, donc appelables uniquement depuis l'intérieur de la classe ou bien appelables depuis l'extérieur. Et les arguments et les résultats sont des types de base, des entiers par exemple. Donc là, j'ai ressorti ma classe count de tout à l'heure pour vous montrer qu'elle est à peu près de cette forme. Et les grandes lignes de la compilation, bien sûr, on va placer les variables d'instance qui sont privées dans la zone de données protégée. Comme ça, l'attaquant ne pourra pas les lire ou les écrire. La pile d'exécution dont on a besoin pour exécuter le code de la classe sera aussi en zone privée.
Le code sera placé en, code de zone, en zone de code protégée. Les méthodes publiques seront des points d'entrée. Toutes les autres adresses de code ne sont pas des points d'entrée, donc on ne pourra pas sauter à une méthode privée depuis l'extérieur. Et à l'entrée de chaque méthode publique, il faut travailler un peu. Déjà, il faut commuter sur la pile privée. L'appelant a sa propre pile, mais on ne peut pas lui faire confiance, donc on commute sur notre pile à nous. On sauvegarde l'adresse de retour dessus. On valide les arguments qui nous sont donnés. Par exemple, que notre argument de type short est bien dans l'intervalle short.minValue ou short.maxValue. Et sinon, on bloque. Et de même, à la sortie d'une méthode publique, quand on est sur le point de revenir vers l'appelant, il faut effacer tous les registres, autres que le registre résultat, parce qu'il pourrait contenir des valeurs privées. On récupère l'adresse de retour R sur notre pile privée. Il faut valider cette adresse de retour R, vérifier qu'elle ne pointe pas à l'intérieur du code C, qu'elle pointe forcément à l'extérieur. Sinon, on serait en train de se faire manipuler, d'accord ? On s'est fait appeler avec une fausse adresse de retour qui fait qu'on va se rappeler nous-mêmes à un point arbitraire. Et commutation sur la pile d'origine et saut à l'adresse R. Bon, donc voilà les grandes lignes de la traduction. Après, dans l'article de 2012 et dans l'article suivant de 2013, ils vont plus loin. Les méthodes peuvent rappeler par callback des fonctions qui sont du code non protégé, fournies par l'attaquant, ce qui fait des zigzags assez intéressants entre code non protégé et code protégé. Et aussi, ils envisagent l'allocation dynamique d'objets dans la mémoire protégée. Et pour tout ça, donc, ils arrivent à donner les sémantiques à base de traces d'exécution, aussi bien au langage source qu'au langage machine. Et les traces se focalisent vraiment sur les appels et les retours de fonctions et de méthodes. Et avec ça, ils arrivent à démontrer la full abstraction, avec une approche un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure, pas par traduction arrière le contexte, plutôt à partir des traces. Donc si on a un contexte qui distingue deux codes compilés, on regarde les traces des appels, et on arrive à partir juste de la trace à construire un contexte qui va distinguer les codes sources. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et comme ça on aura quelques minutes pour prendre des questions. Donc en guise de conclusion, un petit point d'étape. Donc on a vu deux choses aujourd'hui, on a vu les principes de la compilation sécurisée et puis un peu la pratique. Au niveau des principes, ça reste un domaine de recherche actif. Il y a une caractérisation en termes de full abstraction qui est élégante, extraordinairement difficile à réaliser, comme vous avez pu voir. Alors, ce n'est pas la seule caractérisation de ce que c'est qu'un compilateur préservant la sécurité. D'autres ont été proposés en termes de préservation de certaines propriétés. Par exemple, un compilateur qui préserverait toutes les propriétés, au sens propriété d'une exécution d'un programme, ça donne des garanties très fortes sur préserver les garanties d'intégrité du code source. Et un compilateur qui préserve les hyperpropriétés, c'est-à-dire les relations entre deux exécutions d'un programme, comme par exemple la non-interférence, un compilateur qui préserverait toutes ces propriétés de ce genre donne des garanties très fortes sur la préservation des garanties de confidentialité. Et alors après, c'est compliqué parce que la full abstraction n'implique pas forcément la préservation de toutes les propriétés et symétriquement. Donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon survey de Patrignani, Ahmed et Clark qui fait le tour un peu de ce qu'on savait en 2019. Maintenant, pour revenir sur la pratique de la compilation sécurisée, donc on a vu, avec ces histoires de comportement indéfini, qu'il y avait une grosse tension entre, d'un côté, l'optimisation agressive de code, pour avoir de meilleures performances, surtout quand on a l'impression qu'ils n'ont pas d'enjeux sécuritaires, simulation numérique, jeux vidéo, machine learning, etc. Et puis le respect des intentions du code source, incluant des protections de sécurité, même si elles ont l'air un peu redondantes. Alors l'attention, elle n'est pas de nature technique, on peut mettre des curseurs sur le compilateur, l'attention, elle est plus de nature sociale. Où sont les curseurs par défaut? Qui gagne? Est-ce que c'est les gens qui s'intéressent à la sécurité ou les gens qui s'intéressent aux performances? Par ailleurs, il y a aussi un autre choix tout à fait orthogonal et qui n'est pas évident entre dire non, c'est le rôle du compilateur d'ajouter les protections de sécurité à partir peut-être d'annotations laissées par le programmeur. Et du coup, il y a de meilleures chances qu'il n'élimine pas les protections qu'il a introduites lui-même. Et l'autre qui est d'ajouter les protections au niveau source en code C et d'espérer qu'elles seront préservées pendant la compilation.
Voilà, je vous remercie. C'est tout ce que j'avais l'intention de vous raconter aujourd'hui.